Survoler Paris, c'est découvrir une émouvante saga. Un livre d'histoire écrit par des milliers d'êtres humains qui, siècle après siècle, ont édifié une œuvre magnifique. Si l'on n'est pas un oiseau, comment se rendre compte des admirables perspectives tracées dans la capitale? De l'ordonnance parfaite des monuments qui, à travers les âges, se répondent d'une rive à l'autre de la Seine. Avoir des ailes au-dessus de Paris, c'est entrevoir les jardins secrets perchés comme des îles dans le ciel. S'extasier devant l'enfilade des ponts qui franchissent la Seine par dizaines, tutoyer les tours de Notre-Dame et narguer les bateaux-mouches. C'est réaliser le rêve le plus fou de l'homme en faisant un voyage inoubliable dans le temps et dans l'âme de celle que l'on nomme à juste titre la ville lumière. Sans la Seine, Paris n'existerait pas. Elle est l'axe le plus prestigieux qui soit en plein cœur de la ville. Ses berges sont un véritable musée à ciel ouvert. Elles abritent les témoins les plus anciens de l'histoire de la capitale, des monuments d'un autre temps qui observent l'agitation des Parisiens qui vont et viennent. Sur l'île de la Cité, trône un somptueux vaisseau au milieu de la Seine, comme une formidable sentinelle qui veille sur Paris. Le cœur de la cité médiévale s'est mis à palpiter lorsqu'au XIIe siècle ont commencé à se dresser les hautes tours de Notre-Dame de Paris. Sa construction durera 2 siècles. Chaque année, des millions de visiteurs entreprennent l'ascension de ces 400 marches. On vient du monde entier s'imprégner du regard illuminé des fameuses gargouilles et en profiter pour faire un voyage son et lumière dans le Paris de Victor Hugo. Avec ses 5 nefs et ses 37 chapelles, la cathédrale s'éclaire de plus de 100 verrières. Une pure merveille architecturale, avec en outre ses remarquables arcs-boutants construits d'une seule volée. On a du mal à imaginer que ce somptueux chef-d'œuvre d'art gothique, dont le pape Alexandre III posa la première pierre en 1163, échappa de peu au vent de folie destructeur de la Révolution. ce ne sont pas moins de 37 ponts qui enjambent la Seine.
Malgré ce que suggère son nom, le Pont-Neuf est le plus ancien de tous. Henri IV l'inaugura en 1607 à la pointe de l'île de la Cité et déclara que, contrairement à la tradition, il ne porterait aucune maison. De fait, le Pont-Neuf devint très vite le cœur de la ville, un lieu de promenade à la mode. Les tours rondes de la conciergerie furent la dernière demeure de la plupart des condamnés lors de la Révolution. C'est dans l'une de ces cellules qu'on enferma Marie-Antoinette avant de la guillotiner. 20 ans plus tard, le comte de La Valette fut l'un des rares à réussir une spectaculaire évasion déguisé en femme. Par le pont Saint-Louis, juste derrière Notre-Dame, l'île de la Cité semble remorquer une île plus petite, l'île Saint-Louis. C'est un endroit à l'abri de l'agitation de la ville. Un village coquet qui fut le domaine privilégié de nombreuses personnalités ou d'écrivains comme Baudelaire ou Maupassant. Des quais festonnés d'arbres à la longue rue principale bordée de restaurants et de cafés chics, l'île affiche avec des airs de noblesse de magnifiques hôtels particuliers, témoins des splendeurs du grand siècle. L'un des 37 ponts que compte la capitale est exclusivement réservé aux piétons amoureux de Paris. C'est Napoléon Ier qui comprit l'importance de destiner la passerelle des arts à leur seul usage. Ce merveilleux belvédère sur la Seine, où l'on déambule tranquillement, est le lieu de rencontre favori des artistes peintres et une fabuleuse façon de découvrir la façade du Louvre. Dans le paysage médiéval de Paris, la cité était fortifiée. Le Louvre occupait une place défensive sur la rive droite. Tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, il ne ressemble en rien au château fort que Philippe Auguste fit édifier pour protéger la ville des Vikings. Au XVIe siècle, François Ier en fit raser les donjons et transforma l'ancienne forteresse en résidence luxueuse de style Renaissance. Passionné d'art italien, c'est lui qui fut à l'origine des premières collections du musée et qui fit entre autres l'acquisition de la Joconde. Le XXe siècle a lui aussi apporté sa contribution architecturale à l'édifice. Une fabuleuse entrée, au cœur d'un diamant pyramidal de verre et de métal de 20 mètres de hauteur, aux proportions semblables à la pyramide de Khéops. Le président François Mitterrand en confia la réalisation à Pei, un architecte d'origine chinoise, créateur d'exception. À travers les siècles, ce domaine de 40 hectares en plein cœur de Paris est devenu le musée le plus grand et le plus fréquenté du monde. Il est difficile d'imaginer qu'au XIIe siècle, le jardin des Tuileries n'était autre qu'un terrain occupé par des fabriques de tuiles. C'est le nôtre qui le redessina pour en faire sous Louis XIV le premier jardin public. Chaque année depuis 20 ans, aux abords de la prestigieuse rue de Rivoli, une fête foraine investit le parc pour qu'il redevienne, comme autrefois, un lieu de jeu et de distraction.
Dans le plus ancien et le plus vaste des jardins de Paris, 25 000 plantes sont disposées chaque année par les jardiniers du domaine et arrosées par l'eau du canal de l'Ourcq, dont la rivière prend sa source à 80 km de Paris. Au cœur d'un Paris vibrant et affairé, les jardins du Palais Royal constituent un lieu magique hors du temps, dont on ignore souvent les secrets tant ils sont bien cachés. Derrière les murs du palais, Louis XIV enfant apprit à monter à cheval, à chasser et à guerroyer autour d'un fort miniature. Au XVIIIe siècle, l'interdiction faite à la police de pénétrer dans l'enceinte des jardins fut prétexte à de nombreuses rencontres libertines. 260 colonnes, créées en 1987 par le sculpteur Daniel Buren, prennent racine dans le sous-sol de la cour principale. Elles surgissent, rayées de noir et blanc, créant un rythme moderne qui contraste avec la classique cour d'honneur. À 2 pas du Palais Royal, la place des Victoires fut créée de toutes pièces pour servir d'écrin à la gloire du roi Soleil. L'effigie royale actuelle date du XIXe siècle, car la statue de bronze d'origine a été fondue à l'époque de la Révolution. Pendant 8 siècles, le quartier qualifié par Zola de ventre de Paris a nourri la capitale. Bien qu'il ait définitivement changé de vocation, il porte toujours le même nom, le quartier des Halles. Ici se mélangent harmonieusement le Paris d'hier et celui d'aujourd'hui. L'église Saint-Eustache, rescapée de la destruction des Halles dans les années 70, a connu au fil des siècles d'illustres paroissiens. Madame de Pompadour, Richelieu ou Louis XIV, qui y fit sa première communion. Quant à Molière, il ridiculisa tellement l'église que le curé de Saint-Eustache lui refusa un enterrement religieux. Victor Hugo comparait avec humour la coupole de l'ancienne halle au blé, devenue bourse du commerce, à une casquette de jockey sans visière. Sur la gauche du bâtiment, cette étrange colonne servait, paraît-il, d'observatoire à l'astrologue de Catherine de Médicis, le célèbre Ruggieri. Les anciennes halles ont cédé la place en sous-sol à un vaste complexe commercial et en surface à des jardins aérés où les badauds viennent se reposer et voir jouer les enfants. Fier de son architecture royale, Paris réinvente aussi sans cesse son patrimoine culturel. À 2 pas des Halles, le centre Georges Pompidou arbore fièrement sa structure et les gaines colorées de ses organes vitaux, des tubes bleus, verts, rouges et jaunes. Inaugurée en 1977, cette véritable ruche culturelle, que les Parisiens appellent simplement Beaubourg, a reçu plus de 150 millions de visiteurs depuis son ouverture. Son musée d'art moderne est réputé dans le monde entier.
De révolution en célébration et de célébration en exécution, le bâtiment néo-renaissance de l'Hôtel de Ville a été le théâtre d'événements marquants de l'histoire de Paris. Louis XVI y balbutia quelques mots en accrochant la cocarde tricolore à son chapeau, et Robespierre y trouva un dernier refuge durant la Révolution. Le lendemain, il était guillotiné. La tour Saint-Jacques se dresse comme un hommage à ceux qui, pendant 8 siècles, firent du quartier grouillant de Vidéal le plus grand marché de Paris. Elle est le seul vestige de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, édifiée au XVIe siècle, dont la puissante confrérie des bouchers finança le clocher. La rive gauche de la Seine devint au Moyen Âge le centre du savoir de l'Europe occidentale. Dans le quartier latin, tous les cours étaient dispensés en latin. Un nom éveille encore aujourd'hui à lui seul un prestigieux passé de gloire intellectuelle, la Sorbonne. Ce vaste quadrilatère de hauts bâtiments à l'aspect sévère et monastique fut le premier collège fondé au cœur de ce quartier. La Sorbonne avait déjà accueilli des érudits venus de l'Europe entière lorsque Louis XV, sauvé in extremis d'une soudaine fièvre, décida d'édifier quelques rues plus loin une église dédiée à Sainte-Geneviève, à qui il attribuait sa guérison. Cette église, devenue aujourd'hui le Panthéon, se dresse au sommet de la montagne Sainte-Geneviève et domine tout Paris. Au lendemain de la bataille de Verdun, où 50 000 musulmans trouvèrent la mort, on posa la première pierre de la Grande Mosquée, un lieu unique à Paris. Lieu de culte, ce petit alhambra d'inspiration hispano-mauresque est un havre de paix et de raffinement hors du temps, où l'on peut aussi venir en famille, déguster un thé à la menthe dans des patios fleuris. Entre la mosquée et la Seine, le Jardin des Plantes a toujours accueilli les chercheurs et les explorateurs. Il fut inauguré à l'époque de Louis XIII en tant que jardin royal des plantes médicinales. Le jardin et ses édifices sont classés monuments historiques. La ménagerie, créée en 1795, est l'une des premières au monde. Quant à ses hautes serres, elles comptent parmi les plus anciennes structures métalliques en Europe. Les jardins et la ménagerie sont aujourd'hui pour les enfants des espaces incontournables de détente et d'apprentissage. Avec un renouvellement permanent d'expositions, le muséum et la grande galerie de l'évolution restent des lieux de foisonnement des sciences naturelles. À côté du Jardin des Plantes, toujours en plein cœur de Paris, l'Institut du monde arabe offre un changement radical de style et d'époque. Le musée, qui se déploie sur plusieurs étages autour d'un patio, adopte un parti pris résolument moderne. À son sommet, la terrasse offre une vue imprenable sur la cathédrale Notre-Dame. Fruit d'un partenariat entre la France et 22 pays arabes, cette création originale de Jean Nouvel semble épouser les courbes de la Seine.
Entre le fleuve et les voies de la gare d'Austerlitz, dans ce nouveau quartier Paris-Rive-Gauche, se dresse un bâtiment unique en son genre, la BNF, la Grande Bibliothèque. L'ensemble, conçu par l'architecte Dominique Perrault, est campé de 4 tours de verre en forme de livres ouverts qui reflètent les couleurs orangées du soleil couchant. La bibliothèque abrite depuis 1997 plusieurs millions d'ouvrages. L'édifice figure, selon les mots de son maître d'œuvre, une grande abbaye moderne, au cloître encastré dans le sol, créant un lieu propice à la méditation. De l'autre côté de la Seine, une structure étonnante fait face à la grande bibliothèque, le palais Omnisport de Bercy. Cette silhouette monumentale de pyramide tronquée s'intègre sans difficulté au quartier grâce à ses parois inclinées recouvertes de gazon. Une astuce conçue pour diminuer visuellement sa hauteur. Cette salle immense de 17 000 places peut accueillir des spectacles incroyablement différents qui vont du championnat du monde de windsurf au concert des plus grands artistes mondiaux. Tout Parisien a fréquenté dans sa jeunesse le Luxembourg, un jardin à la française qui a gardé intact son charme bien ordonné du siècle dernier. Les enfants y poussent des voiliers sur le bassin central, vont voir les marionnettes de Guignol et font des haltes friandises dans les mêmes petites cahutes de bois que celles de leurs grands-parents. Ce bâtiment, qui fut autrefois la demeure de Marie de Médicis, est aujourd'hui devenu le palais officiel du Sénat. Dans le prolongement direct des jardins, l'Observatoire. C'est le plus ancien au monde à être encore en service. Son axe central est aligné sur le méridien de Paris et ses façades orientées aux 4 points cardinaux. C'est là, entre ces murs, que fut cartographiée en 1679 la surface de la Lune. L'Observatoire de Paris a encore une place importante dans la recherche mondiale en astronomie et en astrophysique. Le métro parisien, né dans les années 1900, sillonne la capitale dans les moindres recoins. Parfois, il s'envole sur les toits de Paris, comme le chantait poétiquement Édith Piaf. Le lion, qui défie les véhicules au centre de la place d'Enfer-Rochereau, est un hommage à l'héroïsme des Alsaciens lors de la guerre de 1870. La sculpture originale de Bartholdi se trouve à Belfort. Il s'agit d'un haut-relief monumental de 22 mètres de long, taillé dans la masse du rocher qui surplombe la ville. Depuis 1972, la tour Montparnasse domine de toute sa hauteur le quartier qui lui donna son nom. Dans les années 20, les ateliers au loyer modeste et l'abondance de café y facilitaient l'émulation et l'entraide. Dans une atmosphère créative, les Montparnaud s'y installèrent, accueillant de multiples talents de peintres, poètes ou musiciens. Modigliani, Picasso ou Apollinaire parmi tant d'autres en avaient fait leur terre d'élection.
Cette tour de bureau fut pendant des années la plus haute d'Europe avec ses 210 mètres. De son sommet, par beau temps, on jouit d'une vue panoramique exceptionnelle sur tout Paris. Quelques rares élus ont la chance de vivre sur l'eau en plein Paris. Depuis 1983, l'ancien port de marchandises de Paris, au pied de la place de la Bastille, est en effet devenu un lieu de plaisance, le port de l'Arsenal. Du haut de la colonne de Juillet, le génie doré de la liberté resplendit au soleil, place de la Bastille, à l'endroit même où se trouvait la prison qui fut assaillie par les émeutiers de la Révolution en 1789. En ce lieu, symbole de la liberté, l'ange nu déploie ses ailes, soutenant dans l'une de ses mains les chaînes brisées du despotisme et dans l'autre, le flambeau de la civilisation. Les contours de l'énorme forteresse détruite sont encore dessinés au sol. Cette place, conçue pour le peuple, s'est embourgeoisé avec l'apparition des cafés branchés et du nouvel Opéra Bastille. Tout en courbe vitrée, il accueille 2700 spectateurs dans une salle dont l'acoustique est remarquable. À 2 pas, la place des Vosges, voulue par Henri IV comme un chef-d'œuvre d'élégance. La première fête s'y donna en 1612 dans le faste le plus absolu. Durant 2 jours, devant 100 000 spectateurs, on fit venir 2000 figurants, des éléphants et des ours pour encadrer des joutes galantes. La place des Vosges restera longtemps le salon le plus puissant d'Europe. Plusieurs places, plus prestigieuses les unes que les autres, marquent l'identité de la capitale. La place de la République, aménagée sous le Second Empire, au cœur des grands boulevards percés par le baron Haussmann. La place de la Bourse et son majestueux palais Brongniart, commandé sous Napoléon Ier. La prestigieuse place Vendôme, dont la statue de Napoléon, vêtue en empereur romain, a remplacé celle de Louis XIV, détruite par les révolutionnaires. La colonne de pierre est recouverte d'une chape coulée avec le bronze des canons pris aux armées russes et autrichiennes à Austerlitz. À vol d'oiseau, les distances prennent une toute autre dimension. La Seine et le jardin des Tuileries se trouvent tout proches de l'un des monuments les plus symboliques de Paris. En janvier 1858, Napoléon III et l'impératrice échappèrent de justesse à un attentat en sortant de l'Opéra qui se trouvait alors rue Lepelletier. Au lendemain du drame, on décréta d'utilité publique l'édification de ce nouvel opéra dans un quartier plus sûr. L'architecte Garnier se lança dans une aventure qui allait durer 15 ans. Il faudra même creuser un lac souterrain au plus profond des sous-sols de l'édifice pour endiguer une nappe phréatique causant des inondations. Puis, Haussmann aménagera une large avenue reliant le bâtiment au palais des Tuileries, où résidait Napoléon, afin de garantir sa sécurité.
les grands boulevards allaient remplacer l'entrelac de rues étroites et sinueuses en plein cœur de la capitale. C'est aussi l'avènement des grands magasins qui, tout au long du XIXe siècle, rivalisent de luxe et de création. La façade et la coupole du Printemps sont par exemple classées monuments historiques. Le boulevard des Capucines, où l'on assista dans les sous-sols du Grand Café aux premières projections de cinéma des Frères Lumière, permet depuis l'Opéra d'accéder à la Madeleine. Dessinée en 1814 après la victoire d'Iéna, elle s'inscrit dans cette lignée de monuments rendant hommage à la grande armée de l'empereur Napoléon Ier. La défaite de Russie donnera un coup d'arrêt à sa construction qui reprit bien plus tard, sous Louis XVIII. Entourée de colonnes rainurées à chapiteaux corinthiens, sculptée d'un large fronton racontant le jugement dernier, la Madeleine évoque bien plus un temple grec qu'une église occidentale traditionnelle. Le magnifique obélisque de Luxor, qui se dresse sur la place de la Concorde, fut offert par l'Égypte à la France en 1831. Son transport du Nil à la Seine, sur un bateau spécialement construit pour l'occasion, dura 2 ans. Ce témoin égyptien vieux de 3300 ans s'éleva sous les yeux de milliers de Parisiens. Il fut récemment coiffé d'un pyramidion en bronze, recouvert de feuilles d'or, à l'identique de l'ornement disparu datant de Ramsès II. Le Louvre et le Jardin des Tuileries ouvrent une magnifique perspective dans le temps et dans l'espace. La Concorde, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe forment un axe historique qui s'achève 8 km plus loin, avec l'une des œuvres les plus futuristes de la capitale, voulue par le président Mitterrand. L'Arche de la Fraternité, ou Grande Arche, en plein cœur du quartier d'affaires de la Défense. La place Charles de Gaulle, aménagée par Haussmann autour de l'Arc de Triomphe, reste pour les Parisiens la place de l'Étoile. Chaque soir, depuis 1923, on ravive symboliquement sous l'arc la flamme qui veille sur la tombe du soldat inconnu. Les 12 grandes avenues qui y débouchent produisent pour les non-initiés l'une des expériences de conducteur les plus fortes qui puissent exister. Le sommet de l'Arc de Triomphe offre une vue exceptionnelle. D'un côté les Champs-Élysées et de l'autre la Défense. Les jardins publics de Paris sont apparus au XIXe siècle. Très prisés de la bourgeoisie, ils connurent l'âge d'or des kiosques à musique, des concerts de plein air, des restaurants et des buvettes. Avant que le parc Monceau ne devienne un lieu de promenade publique, il était au XVIIIe siècle la propriété du duc de Chartres. Désirant donner au lieu une touche unique et un peu folle, il y fit construire des édifices de tous les styles et de toutes les époques. Ruines d'un château gothique, minarets, moulins hollandais,
pyramides égyptiennes. Ces constructions fantaisistes, qui firent alors la célébrité du jardin, ont aujourd'hui disparu. Reste une naumachie, ce bassin entouré de colonnes corinthiennes qui s'inspire des petits lacs sur lesquels on donnait dans l'Antiquité des représentations de combats navals. Au XIXe siècle, les expositions universelles rythment la vie des grandes capitales européennes et les architectes y rivalisent d'audace. Elles peuvent durer jusqu'à 6 mois et attirer des millions de personnes venant du monde entier. Certaines constructions sont détruites une fois la fête terminée. D'autres, comme la Tour Eiffel ou le Grand Palais, changent définitivement le visage de la capitale. L'Exposition universelle de 1900 fut une immense fête à l'occasion de laquelle Paris reçut 51 millions de visiteurs. Le Grand et le Petit Palais furent inaugurés à cette occasion. Le sévère habillage de pierre des façades du Grand Palais, réalisé en 3 ans, contraste avec l'exubérante décoration des structures métalliques de sa gigantesque verrière. Le Petit Palais abrite quant à lui les prodigieuses collections du Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Offert à la France par le tsar de Russie lors de l'exposition de 1900, le pont Alexandre III ouvre un axe entre les Invalides et les Champs-Élysées. Il enjambe le fleuve d'une seule volée. C'est l'un des premiers édifices préfabriqués au monde dont les pièces d'acier furent transportées par bateau sur la Seine. Sculptures de pierre et statues de bronze doré en font l'un des plus beaux ponts de Paris. Ce grand espace vert, qui était autrefois un champ de manœuvre, étend ses larges pelouses de la Seine jusqu'aux Invalides. Le célèbre dôme, qui abrite le tombeau de Napoléon, a été recouvert en 1989 de près de 600 000 feuilles d'or. Dans son édit royal de 1670, Louis XIV stipulait que l'Hôtel national des Invalides serait destiné aux soldats réformés pour une raison d'âge ou de blessure de guerre. Il accueille aujourd'hui encore une centaine de retraités et d'invalides des armées françaises, mais aussi plusieurs musées et une nécropole militaire. Construite en 2 ans et 2 mois pour l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel dresse à plus de 300 mètres de hauteur ses 7000 tonnes de poutrelles métalliques. Bien que sa structure ait été considérée comme une merveille de précision, elle était loin de faire l'unanimité. Guy de Maupassant prétendait ne pas supporter sa vue et Paul Verlaine préférait effectuer un détour plutôt que de l'apercevoir. En 1903, on faillit même la détruire. Aujourd'hui,
l'élégance diaphane de sa charpente en fait le point d'orgue de toute visite de la capitale. Que serait Paris sans sa dame de fer ? À toute heure du jour et jusque tard dans la nuit, les ascenseurs rouges et jaunes déversent les quelques 6 millions de visiteurs venus chaque année du monde entier. Par le pont d'Iéna, que Napoléon fit édifier juste avant la chute de l'Empire, on accède au jardin du Trocadéro, incliné en pente douce vers la Seine. Les bâtiments imposants du palais de Chaillot et du musée d'art moderne sont des créations de l'exposition universelle de 1937. Le point de vue sur la tour Eiffel y est orchestré de façon majestueuse. Au pied de la tour Eiffel, le vaste espace du Champ de Mars servait autrefois de cadre à des courses de chevaux et fut le témoin des premiers envols de ballons de l'histoire. L'école militaire est, avec la garde républicaine, le dernier endroit où l'on trouve des chevaux à Paris. Fondé par Louis XV pour enseigner l'art de la guerre aux gentilshommes pauvres, ce lieu chargé d'histoire fonctionne dans la plus pure tradition de l'équitation militaire. On y rencontre encore un maître bottier, spécialisé dans le travail du cuir et des selles, et un maître tailleur, chargé de tailler les uniformes. L'école militaire est aussi aujourd'hui un centre de formation très moderne des hauts responsables de l'armée française. Le Paris de la butte Montmartre est différent du reste de la capitale. Le quartier de Pigalle est un des plus animés et des plus fréquentés de Paris, à toute heure du jour et de la nuit. Le succès des cabarets, comme le Moulin Rouge, au décor imaginatif et original, a été immédiat. C'est là que Mistinguett a fait ses débuts. En grimpant vers Montmartre, il se dégage des rues sinueuses, un mélange de poésie, de musique, d'art et de bohème qui vient tout droit de la période entre-deux-guerres, un moment d'insouciance et d'effervescence. On y rencontrait alors Renoir et Utrillo, Matisse et Picasso, qui se croisaient au bateau Lavoir, une cité d'artistes accrochée à la butte. Le temps semble s'être arrêté sous les parasols de la place du Tertre, envahi par les touristes et par les portraitistes. Sous le regard vigilant de la basilique du Sacré-Cœur, chaque premier samedi d'octobre,
on fait encore les vendanges sur les derniers arpents de vignes qui produisent le seul vrai vin de Paris, le Clos Montmartre. Avant l'annexion du village de Montmartre à Paris sous Napoléon III, le vin était moins cher sur ces coteaux où il était produit en abondance. Depuis 1885, la prière du Saint-Sacrement continue jour et nuit, sans interruption, au sein de la basilique du Sacré-Cœur, à l'intention du monde entier. L'édification de cette basilique fut une aventure, entreprise comme un défi. Elle cherchait à s'inspirer du style romano-byzantin de Sainte-Sophie de Constantinople ou de San Marco de Venise. La fragilité du sol obligea à faire d'énormes travaux de fondation. Il fallut creuser 83 puits de 45 mètres pour stabiliser la structure. L'immense clocher carré renferme la savoyarde, la plus grosse cloche de France. Le parc paysager des Buttes-Chaumont est le plus escarpé et l'un des plus romantiques des jardins de Paris. Pour transformer cette ancienne carrière de gypse en somptueux jardin, on fit venir 1000 ouvriers, une centaine de chevaux et 2 machines à vapeur. Inauguré lors de l'exposition universelle de 1867, il arbore une île rocheuse couronnée d'un petit temple auquel on accède par une passerelle suspendue. Dans le 19e et le 20e arrondissement de Paris, juste sous le parc, on trouve de petits îlots d'anciennes maisons ouvrières, aujourd'hui devenues très prisées. Une balade dans le hameau du Danube ou dans le quartier Saint-Fargeau est comme une promenade dans un univers champêtre. Calme, verdure à profusion avec des maisons recouvertes de vignes vierges, glycines grimpantes et parfumées, on se sent bien loin de l'agitation de Paris. Le père Delachaise, confesseur de Louis XIV, vivait sur un vaste domaine jésuite qui, bien plus tard, devint le cimetière du Père Lachaise. Brongniart dessina les grands axes de cet immense jardin à l'anglaise dont on conseille aujourd'hui la visite avec un plan. À son ouverture, en 1804, les Parisiens ont longtemps boudé cette colline boisée hors de Paris et ne se sont décidés que lorsque la ville transféra au Père Lachaise les cendres prestigieuses d'Héloïse et Abélard, celles de Molière et de La Fontaine, bien avant que n'y reposent des stars comme Jim Morrison ou Yves Montand. Place de la Nation, les 2 colonnes du trône faisaient jadis partie d'un mur d'enceinte de 80 km construit pour percevoir des taxes sur les marchandises entrant dans Paris. Depuis la place, une large avenue boisée, que suivirent Louis XIV et son épouse revenant de leur mariage à Saint-Jean-de-Luz, mène en ligne droite au bois de Vincennes. L'endroit le plus célèbre du bois est le rocher du zoo de Vincennes. Ce fut Napoléon III qui décida de faire du bois de Vincennes et du bois de Boulogne les poumons de la capitale.
Ancien terrain de chasse royale, ces larges espaces verts, à l'ouest et à l'est de la capitale, permettent de compenser les tensions de la vie urbaine en rendant accessible la campagne aux portes mêmes de la ville. Aujourd'hui encore, ce sont des oasis pour les Parisiens en quête d'évasion et de nature. Pour un temps, Paris s'est révélé à nous dans toute sa splendeur et nous a fait entrevoir une autre dimension. Avec élégance et désinvolture, celle dont on croyait avoir percé les secrets en arpentant les rues, les jardins, en gravissant les clochers, nous a laissé la survoler et redécouvrir la richesse de son histoire. Comme l'oiseau, nous avons fait depuis le ciel une expérience unique à la hauteur de sa beauté.